Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple. Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Céline Bourganeuf, qui est déjà venue milkshaker avec nous dans l'épisode 31 pour parler du sevrage. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous le conseille fortement, il est d'ailleurs l'un des plus écoutés du podcast. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler fin de l'allaitement, mais démarrage. Démarrage précoce, avant l'heure qu'on avait imaginée pour notre bébé en tout cas. Nous allons parler de la prématurité. On ne va pas se mentir, allaiter un prématuré, c'est un peu démarrer le marathon avec un handicap, mais c'est possible. Et Céline est encourageante. Si tel est votre choix, l'allaitement est désormais au cœur de la néonatologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la prématurité ? Comment mettons en place un allaitement avec un bébé qui ne peut pas se nourrir seul ? Comment ça se passe, fonction du stade de prématurité ? Tout y est. Céline nous raconte dans cet épisode comment on va pouvoir accorder les violons d'un bébé qui arrive trop tôt et dont les capacités sont pour un temps limité, et d'une mère qui entame un processus de lactation sans bébé au sein. On parlera bien entendu de tir-allaitement et je vous prépare bientôt un épisode spécifique sur ce sujet, d'ondes-lait dont on a déjà parlé lors du hors-série numéro 1 de Milkshaker, ocytocine, peau à peau, néonat et tant d'autres. Et parce que la prématurité, c'est aussi la crainte de perdre son bébé, on parlera de l'impact du stress et de nos émotions sur la lactation. Cette introduction est beaucoup trop longue, je me tais et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de te retrouver à nouveau. Céline, cette fois-ci, on ne va pas parler du sevrage, on va revenir au tout démarrage de l'allaitement, mais au tout démarrage de l'allaitement des bébés prématurés. Ça me tenait à cœur de faire un épisode sur ce sujet parce que témoigne le nombre de questions que j'ai reçues dans les boîtes à questions. J'en ai pas reçu beaucoup, c'est souvent un truc où on se dit que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne va pas nous arriver à nous. Et si jamais ça arrive, je me dis que ce serait quand même pas mal d'avoir un support audio qu'on puisse écouter rapidement si on se retrouve dans la panade avec un chouchou qui arrive un petit peu trop tôt, de pouvoir avoir les bons conseils et déjà un tour d'horizon de ce qui peut se passer, de qu'est-ce que c'est que la prématurité et comment se dépêtrer si jamais on a envie d'allaiter, même si ça peut paraître un peu le parcours du combattant de temps en temps. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler prématurité et la première question que je veux te poser, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que la prématurité ? Qu'est-ce que ça implique pour les bébés ? Alors, qu'est-ce que la prématurité ? C'est une question très large. En tout cas, c'est un bébé qui naît trop précocement par rapport à un terme défini qui est 41 semaines, le terme en France en tout cas, dit standard de naissance. À partir du moment où l'enfant naît avant 41 semaines, on peut considérer une certaine prématurité. Il y a 4 grands stades de prématurité. On va commencer par les prématurés dits tardifs, c'est-à-dire les 34-37 semaines, où là on parle réellement de prématurité. Après 37 semaines jusqu'à 41 semaines, en France, en tout cas, c'est pas considéré comme de la prématurité. On dit que les enfants sont nés un petit peu trop tôt, mais c'est pas de la vraie prématurité avec ce que ça peut engendrer en termes d'immaturité. Donc 34-36 pour les prématurés tardifs. Les prématurés modérés, qui sont de 32 à 33 plus 6, c'est-à-dire jusqu'à presque 34, et les grandes prématurités entre 28 et 31 semaines plus 6, donc quasiment 32, et les prématurés dits extrêmes, qui sont entre 22 semaines d'aménorrhée et 27 plus 6. Dans ces 4 catégories-là, on va différencier 2 grandes catégories, c'est-à-dire que les prématurés extrêmes et les grands prématurés vont faire partie d'une catégorie, et les modérés tardifs une deuxième catégorie. C'est-à-dire que
À partir de 32 semaines, on peut commencer à considérer que l'enfant a une certaine maturité, une certaine possibilité de pouvoir aller au sein et se nourrir, ou en tout cas avoir des prémices de nutrition. Avant 28 semaines, c'est vraiment de la tétée contact, de la tétée d'accueil avec une grande immaturité, mais ça n'empêche pas qu'on puisse malgré tout mettre l'enfant, comme le dit Suzanne Colson, à la bonne adresse, sur le sein maternel, pour le laisser commencer à découvrir, lécher un petit peu le mamelon et goûter quelques gouttes de colostrum ou de lait maternel, qui en général dans les équipes se fait, où on demande aux mamans de tirer leur lait un peu avant, pour éviter que l'enfant soit noyé dans les gouttes de lait, dans les gouttes d'or, et qu'il y ait quelques petites suctions potentiellement. Et le grand risque dans ces cas-là de l'immaturité, c'est la fausse route. C'est que l'enfant inhale d'un point de vue pulmonaire du lait maternel au lieu de passer par la voie digestive. Ok, donc 32, c'est vraiment 32 semaines d'aménorrhée, c'est vraiment un cap. Donc quand on dit semaines d'aménorrhée, donc c'est les SA que vous voyez partout sur vos stades. Rappelons que c'est la date à partir de laquelle vous avez vos dernières règles et non pas la date de début de grossesse, donc on rajoute 2 semaines. Alors, qu'est-ce que c'est la prise en charge d'un bébé à ces différents stades en termes de nourriture? Donc tu disais à 32, c'est un cap. Avant ça, ils sont sondés? Oui, alors ils sont tous sondés avant 32. 32, ça se discute, mais en général, il y a quand même une sonde qui est là. Je voulais juste rajouter quand même les particularités des bébés prématurés, c'est leur instabilité qu'on appelle végétative, c'est-à-dire au niveau cardio-respiratoire, au niveau digestif et au niveau thermique. C'est en ça qu'on va parler de possibilité ou pas d'aller au sein, et pas forcément en fonction de stade. Il y a des enfants pour lesquels il n'y a pas de stabilité cardio-respiratoire, même sur un enfant de 37 ou 38 semaines, parce qu'il y a une souffrance fœtale à la naissance, qu'on appelle anoxo-ischémie aujourd'hui, ou un problème digestif, je pense à un laparoschisis par exemple, qui doit être opéré en urgence. On va pas avoir Qu'est-ce que c'est ? Le laparoschisis, c'est quand on a une partie de l'intestin, par exemple, ou des organes digestifs qui sont à l'extérieur du ventre et qu'on va devoir réintégrer progressivement. Donc là, on a une alimentation qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus protocolaire. Et là, on va pas prendre le terme de prématurité dans ces cas-là. Mais on peut se retrouver avec des bébés et prématurés et avec des pathologies, ou des bébés qui sont quasiment à 37 et plus et qui ont malgré tout une instabilité cardio-respiratoire. Donc ça va dépendre, au-delà du terme de la prématurité, c'est de leur stabilité, j'ai envie de dire, et de leur maturité sur le plan cardio-respiratoire, digestif et thermique, se réchauffer. Ok, oui, donc on prend en compte le stade auquel ils arrivent en termes de nombre de semaines de terme, mais on prend en compte évidemment leur état. Ils ne sont pas tous pareils, et puis il y en a qui vont, j'imagine, pas trop mal à un terme, et puis qui peuvent un peu dégringoler en termes d'état de santé 1 ou 2 semaines après, et donc on s'adapte vraiment à la façon dont ce bébé se comporte. Exactement, exactement. On va prendre aussi en charge ce qu'on appelle la tonicité, qui est au départ faible et instable. Plus on va rentrer dans une grande prématurité, jusqu'à la prématurité extrême, on se retrouve avec un tonus qui est très très faible, très peu de muscles et très peu de réserve. Et donc là, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir un maintien d'un bébé au sein. Il y a tout ce qui est ce côté endurance, donc énergie, des bébés qui sont très vite fatigables, et il y a cet éveil qui est entre guillemets instable, furtif, irrégulier, pour lequel ça va demander à s'adapter, et on ne pourra pas entre guillemets protocoliser des temps d'allaitement toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, comme on peut faire avec un biberon, parce qu'on va surtout être dans l'observation de l'éveil du bébé. Alors pas besoin qu'il soit éveillé, hein. Encore une fois, je recite Suzanne Colson, on peut mettre des bébés en phase de sommeil, mais il faut accepter aussi que ça soit des temps courts, furtifs et très irréguliers. Ça peut pas être 14h30 tous les jours, par exemple. Et ça va dépendre complètement du cycle circadien du bébé. Ok. Les immaturités, elles sont aussi physiques, physiologiques, métaboliques et neurologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. On peut avoir un bébé, par exemple, né à 34 semaines, mais qui est hypotrophe. Hypotrophe, c'est-à-dire qu'il a un poids inférieur au standard, j'ai envie de dire. Si on prend un bébé de 32 semaines, il devrait être à peu près à 1,5 kg, et on peut avoir des 32 semaines, donc prématurés, plus hypotrophes, qui vont naître à 1 kg, 1,2 kg. Donc on a encore plus une immaturité d'un point de vue physique, par exemple. Donc une endurance moindre, une stabilité végétative en lien avec son 32 semaines, mais un bébé peu endurant et parfois instable. Ok, très bien. Donc du coup, si on va donc en dessous de cette barre des 32 semaines et d'un état de bébé classique, mais qui est en général sondé, on le disait,
à quoi ça ressemble l'alimentation de ce bébé et si on souhaite l'allaiter, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend un petit peu des protocoles hospitaliers, mais il y a soit ce qu'on appelle l'alimentation continue ou discontinue sur sonde gastrique. C'est-à-dire que plus ils vont être petits et plus on va reproduire la continuité du cordon ombilical et partir sur ce qu'on appelle une alimentation continue. C'est-à-dire qu'on va faire un goutte à goutte. Il va y avoir une seringue, sur un pouce-seringue qui va défiler sur 24 heures avec une continuité nutritionnelle. Et une fois qu'on a gagné un peu sur une maturité digestive, et que l'enfant digère, le transit se met en place, on n'a pas de régurgitation, on va passer sur une alimentation discontinue. On va faire des pauses digestives et on va lui mettre en place ce qu'on appelle des bolus. Ça, c'est vraiment un jargon très, très néonatologiste. Mais des bolus, c'est-à-dire qu'on va lui mettre 3 millilitres de lait directement et on va voir sa capacité digestive à ingérer des grandes quantités pour eux, hein, à cet âge-là, et savoir s'ils sont en capacité de le digérer. S'ils sont en capacité de gérer un bolus, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter les doses petit à petit pour pouvoir laisser ensuite des temps de pause digestive et créer chez l'enfant des états d'éveil et de besoin de vouloir aller à une succion nutritive. D'accord, ok, parce que c'est le fait d'avoir des pauses en fait qui va leur donner l'envie entre guillemets de passer sur une succion nutritive, enfin d'aller vers le besoin de se nourrir et donc cette succion. L'envie, voilà, et un éveil à la succion. Une fois qu'on est passé sur du discontinu, l'allaitement va se poursuivre toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un bébé qui peut être en nutrition continue et pour autant avoir des mises au sein complètement dites à la demande en fonction de la présence parentale et de garder un bébé contre la joue de sa maman en peau à peau ou simplement en contact proximal pour pouvoir lui proposer le sein à volonté en plus de la nutrition contrôlée médicale, j'ai envie de dire. Et c'est la joue du bébé contre le sein de sa maman, c'est ça? C'est ça. Là, tu mettais le bébé contre la joue. Le bébé contre la joue de la mère aussi, mais ça peut marcher. T'as raison. Le sein de la mère avec la joue, et on appelle ça graisse contre graisse. C'est ça qui va stimuler la succion. Voilà, c'est ça qui va stimuler la succion du bébé, et en même temps, on va faire jouer toute l'ocytocine de la mère, qui va produire plus facilement du lait. Ok, donc tant que ce bébé est sondé, on va aller vers des moments de peau à peau, du contact, et dans le but de stimuler un peu la lactation de la maman et petit à petit que le bébé trouve des phases d'éveil quand au niveau de la sonde, on va écarter les moments de nutrition pour que petit à petit, il s'installe une sorte de rythme où il vient finalement chercher à manger, c'est ça? C'est ça. Du côté de la maman, qu'est-ce qui se passe? Là, on a parlé du côté du bébé et du côté de la maman, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Comment ça se met en place une lactation à ces termes-là? Alors, en néonat, c'est nouveau. Moi, ça fait 10 ans que je travaille et avant, on n'avait pas compris le système lactation et succion où il faut différencier les deux. On pensait à tort que tant que l'enfant n'était pas capable de téter, ça servait un peu à rien de mettre en place une lactation. Maintenant, c'est complètement différent. On a compris les choses différemment et on a compris qu'il fallait mettre les choses en parallèle, surtout sur un 22 semaines ou un 23 semaines, où on sait pertinemment qu'il va se passer des semaines et des semaines avant que l'enfant puisse gagner une certaine autonomie. Donc, on va faire le parallèle entre la succion du bébé, immature, prématuré, pas possible pour le moment, ok, et la lactation de la mère. La lactation de la mère, c'est exactement la même chose que pour un bébé à terme. C'est-à-dire que plus l'enfant va être au sein, plus la lactation va se mettre en place. Donc là, plus on va aider la maman à exprimer son lait maternel de manière manuelle ou de manière électrique avec un tire-lait, plus la lactation va se mettre en place de manière physiologique. J'ai des mamans avec même un bébé de prématurité extrême qui peuvent avoir une lactation complètement aboutie à peine 3 semaines et une montée laiteuse au 3e jour avec, au bout de presque une semaine, 600 à 800 millilitres de lait sur un bébé, malgré tout, qui reste très grand prématuré. Si on stimule la lactation précocement, pareil que pour une naissance à terme, dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent la naissance, on va avoir le premier lait, ce fameux colostrum, qui est de l'or pour les bébés, parce qu'en termes de qualité du nutritif, il n'y a pas mieux. Même pour les prémains, maintenant, on fait des petites seringues que l'on congèle et que l'on garde pour pouvoir donner aux bébés quand ils sont aptes à recevoir un lait, un colostrum. Et on va maintenir la lactation avec, il y a plein de systèmes qui existent, notamment la fleur de lait, par exemple, qui est, ou alors nous, on utilisait des tableaux qui n'étaient pas dans un objectif de stresser les mères et au contraire, on les rendait autonomes en faisant ça. C'est-à-dire qu'à chaque tirage, elles notaient donc combien de tirages elles avaient fait sur la journée, combien de millilitres elles avaient tiré au démarrage. Et elles arrivaient à comparer d'une journée sur l'autre que finalement, la lactation, elle augmentait, ça les rassurait et elles devenaient autonomes.
dans cette prise en charge. Il faut savoir que plus on va tirer son lait, plus on va avoir de lait. Donc idéalement, c'est 8 fois par jour, ce qui correspond à peu près au temps alimentaire médical pour le prématuré. Et on n'est pas du tout à la course à la quantité au démarrage, parce que de toute façon, le temps que l'enfant puisse ingérer toutes les quantités de lait, il va se passer des jours et des semaines. Donc on s'inquiète pas. Et il y a des jours comme pour l'allaitement, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il suffit d'un petit peu plus de fatigue, il suffit d'avoir un petit peu plus de stress, ou alors d'apprendre une infection chez son bébé, ou un ictère où on doit repartir un peu en arrière, ou une détresse respiratoire transitoire qui refait surface pour avoir une baisse de la lactation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est entièrement physiologique et c'est entièrement normal sur un parcours de prématurité. Ok, donc on s'inquiète pas, et ça met au maximum combien de temps à se mettre en place une lactation dans un contexte comme ça? Parce que j'avais reçu une question d'une maman qui disait, mais est-ce que ça va se mettre en place elle a accouché prématurément et puis une semaine après elle avait toujours pas de montée de lait. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer? On peut lui dire qu'il y a très très peu de pourcentage de femmes qui ne peuvent pas allaiter sur un problème de production lactée. Donc elle aurait déjà été au courant s'il y avait eu un problème hypophysaire ou un problème de prolactinémie. Si c'est pas le cas, c'est peut-être un environnement, et je reviens encore sur l'environnement, propice ou non propice, un stress extrême par rapport à la prématurité, la peur de perdre son bébé qui peut bloquer l'ocytocine plus que la prolactine. L'ocytocine, c'est celle qui éjecte le lait, et la prolactine, c'est celle qui produit le lait. Donc la prolactine, elle est là, mais si elle n'est pas suffisamment stimulée, si elle n'a pas été suffisamment stimulée au départ, on va, entre guillemets, courir après le lait. C'est-à-dire que moins on a de lait, plus on a peur de pas en avoir, plus on a peur de pas en avoir, et moins on en produit. On en produit moins parce que l'expression du lait est pas sereine, il n'y a pas cette éjection de lait qui fait que la glande mammaire se vide, et c'est que quand la glande mammaire est vidée, ou en tout cas en phase de vidange, que l'information arrive au cerveau au niveau de l'hypophyse pour pouvoir se dire « Ok, je reproduis du lait, il y a besoin de reproduire et j'en produis davantage ». Si on est sur une maman qui tire peu son lait parce qu'elle n'a pas eu les bons conseils ou les bons accompagnements au démarrage, à protéger cette mise en place de la lactation au détriment des mises au sein compliquées sur un bébé prématuré, on va avoir une lactation qui va vivoter et qui prendra vraiment sa place quand la maman se fera aussi confiance sur ses capacités de pouvoir allaiter. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il y a des mamans pour lesquelles elles sont en réanimation, où l'allaitement ne peut pas se mettre en place parce que l'accouchement, il est compliqué d'un point de vue prématuré, mais il est aussi souvent, je pense au HELP syndrome par exemple, où on peut avoir aussi des mamans qui sont en réanimation, qui sont elles-mêmes dans une incapacité de pouvoir stimuler cette fameuse lactation. C'est jamais trop tard. Même moi, j'ai eu des mamans qui sont sorties de réa au bout d'une semaine. On remet en place une lactation, ça prend du temps, mais on remet en place une lactation. Et ce qu'il faut voir dans ces cas-là, c'est surtout le long terme. C'est pas la quantité du millilitre donné dans la journée ou sur un temps d'expression, mais c'est le long terme. Plus on va stimuler, plus on aura du lait. Même si c'est que dans 3 semaines, c'est pas grave. Ok. Oui, donc on peut lui dire il y a 98 voire plus % de chances que ça arrive. Voilà, si c'est son souhait qu'elle tienne le coup. Du coup, je pense que c'est le moment de parler du don de lait. Oui, le don de lait. Alors ça, c'est important. C'est important pour deux choses. J'ai envie de dire, il y a 2 éléments différents. Il y a à la fois pour la donneuse et à la fois pour l'enfant qui reçoit. Donc le don de lait, on en parle peu, mais c'est comme le don du sang. C'est quelque chose qu'il faut aller se renseigner. Il y en a pas partout, les lactariums. C'est souvent compliqué aussi de trouver des collectes, en tout cas des lieux géographiques pour collecter le lait. Mais même un biberon de 100 millilitres par-ci par-là, c'est toujours ça de donner, et on en a énormément besoin, surtout sur donc cette première catégorie qu'on va élargir et qu'on va dire 22-32. Les 22-32, plus ils vont avoir du lait maternel, et plus ils vont avoir une croissance et une évolution harmonieuse. Donc, le don de lait, c'est la maman qui va faire don de son lait après avoir eu une prise de sang, etc., des examens pour savoir si elle est viable en termes de capacité de pouvoir donner son lait. Le lait va être également examiné et il va ensuite être collecté pour pouvoir être redistribué soit spécifiquement à son bébé, ou soit de manière plus générale et plus globale. En général, une maman qui a un bébé prématuré et qui donne son lait au lactarium, qui a beaucoup de lait, on va d'abord donner le lait pour son bébé, et le surplus, on va pouvoir le faire bénéficier aux autres bébés. D'accord, mais il passe quand même par la case lactarium. Oui. C'est-à-dire qu'une maman qui donne son lait à son propre bébé prématuré, ça va pas être, c'est pas circuit court, quoi. Ça fait un petit circuit par le lactarium.
Oui, il y a toujours un circuit par le lactarium parce que les bébés sont fragiles et qu'on va surtout aller voir en termes de germes, en termes d'hygiène hospitalière. On est obligé, là on parle vraiment bien de l'hôpital. À la maison, c'est complètement différent quand on tire le lait et quand on fait un don de lait. Évidemment, il y a des règles hygiène, mais c'est pas du tout les mêmes choses. On n'est pas sur quelque chose d'aussi drastique avec une immaturité, une prématurité qui demande une vigilance extrême dans ces cas-là. D'accord. Donc, pensons par exemple à cette maman pour qui la montée de lait met un peu de temps à arriver. Si bébé est avant 32 semaines, sondé, etc., il ne peut recevoir malgré tout que du lait maternel, donc indispensable qu'il y ait du don de lait, sinon ce bébé, en fait, on ne peut pas lui donner autre chose, c'est ça? Jusqu'à quel stade c'est le cas? 32 semaines, 1,5 kg, on va être sur un lait maternel exclusif. Et j'ai envie de dire, là, il y a tout le sens de la sororité entre femmes, de la solidarité qui se met en place, parce que recevoir le lait d'une femme inconnue, évidemment, pour pouvoir nourrir son bébé parce qu'on est dans l'incapacité ou parce que c'est encore compliqué, c'est quand même quelque chose de très très beau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir faire exprimer aux mères qui donnent leur lait. C'est des bébés qui sont, entre guillemets, beaucoup plus en capacité de pouvoir être dans une croissance équilibrée, harmonieuse et une autonomie respiratoire rapide et digestive, et donc d'aller au sein encore plus vite. Ouais, et puis en fait, on le disait dans l'épisode sur le don de lait, que du coup, je vous invite à réécouter si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus. C'est le hors-série numéro 1 de Milkshaker. Et voilà, on explique tout dedans. J'étais allée voir la directrice du lactarium de Necker à Paris qui m'avait raconté comment ça fonctionne, toute la logistique autour de ce don de lait, qui peut le faire, comment. Et c'est comme le don de sang, en fait, ça sauve des vies, vraiment. C'est pas un petit truc, un petit artifice en plus autour de l'allaitement. C'est vraiment quelque chose dont les bébés prématurés ont profondément besoin. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, si jamais vous débordez de lait, comme c'était mon cas, ou si juste vous avez envie de faire une bonne action, eh bien, renseignez-vous auprès des lactariums qui sont dans votre coin. Et ok, donc passé 32 semaines, là, on pourra commencer à donner d'autres préparations pour nourrissons si la maman ne souhaite pas allaiter, n'allaite pas depuis le démarrage et que le bébé le permet, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle le lait de préparation pour prématuré. C'est un lait qui est plus riche, plus adapté à ses besoins. La plupart du temps, c'est des laits qui sont donc enrichis et qui sont plus facilement digestes, ce qu'on appelle un peu hydrolysa. C'est-à-dire que sur les chaînes de lactose, il y a déjà une pré-cassure des grandes chaînes difficiles à digérer pour que ce soit plus facile. C'est un lait dit prédigéré, en fait, prédigéré, où on n'a pas une grosse demande de digestion pour le bébé et de risque d'intolérance. Ok, donc on a rendu des laits plus faciles à digérer, mais en aucun cas ce ne sera la même chose que le lait maternel, c'est ça? C'est ça. On va les donner jusqu'à quasiment 37 semaines et voire même jusqu'à 3,5 kg à terme pour des bébés qui ont une hypotrophie, par exemple, qui sont, je répète juste mais qui sont nés à un terme de prématurité plus un amaigrissement de départ, auquel cas, cela, on va faire perdurer ce lait de préparation prématuré plus longtemps. Ok, très bien. Bien. Là, je pense qu'on est bien sur l'avant 32 semaines. On a vu côté bébé, on a vu côté maman. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur cette période ou pas? Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est la qualité du lait qu'on appelle le lait préterme. C'est-à-dire que le lait maternel s'adapte à l'évolution du bébé. Donc, le lait d'un bébé à terme, à la naissance, c'est pas du tout la même qualité nutritive qu'un lait à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois. Mais c'est exactement la même chose pour les bébés prétermes. C'est-à-dire que plus l'enfant est né prématuré, plus le colostrum et le lait maternel va s'adapter à ses besoins. On va augmenter les apports en protéines, par exemple. On va augmenter les apports en glucides, en lipides et en calcium. C'est-à-dire que à terme, je prends un exemple, par exemple, à terme, sur des protéines, on est à 1,6 puissance 0,4 en termes de protéines, et on va être à 2,3 sur un moins de 28 semaines. Donc on a quasiment, pas le double, mais presque en termes de qualité de protéines, de glucides, de lipides, de calcium, parce que l'enfant prématuré en a encore plus besoin pour continuer sa croissance et sa maturation.
quand il reçoit du lait d'une maman donneuse de lait, par contre, ce lait-là ne va pas avoir ces apports spécifiques dont le C'est bébé prématuré a encore plus besoin. exactement. C'est pour ça qu'on va enrichir. Comme on enrichit un lait de préparation, on va enrichir le lait maternel. On va Ok. rajouter des protéines et des glucides en plus, puisqu'on part sur un lait de lactarium, comme le disait Virginie Rigou, qui parlait de complémenter et de supplémenter le lait maternel, parce qu'on va de 0 à quasiment 12 mois. C'est-à-dire qu'une maman à 6 mois qui a trop de lait va pouvoir donner déjà son lait. Donc le lait de 6 mois, il n'est pas adapté pour un bébé prématuré, moins de 28 semaines par exemple. Donc on va le supplémenter. Aux États-Unis, ça coûte très cher, mais je pense que c'est dans l'air du temps et c'est ce qui va évoluer, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité par rapport à un lait maternel donné de filtrer entièrement les protéines d'un côté, les glucides, les lipides et de créer un lait adapté aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que en fonction des besoins nutritionnels calculés d'un point de vue diététique de l'enfant dans son évolution à 28-32, on va savoir s'il manque un peu de protéines dans sa prise de sang ou de glucides, et dans ces cas-là, ils vont prendre plus de protéines dans un lait maternel et faire vraiment un lait maternel adapté complètement à l'enfant. Ah ouais, génial. Ok, d'accord. En revanche, une maman qui décide d'allaiter son bébé qui est prématuré, donc on a compris son lait passe par la case lactarium, mais son lait à elle, pour le coup, va être ensuite redonné tel quel, ou lui aussi va être éventuellement enrichi ou autre, ou non, on va pouvoir le donner tel quel. Ça va dépendre du terme. Ça va dépendre de l'hypotrophie, de l'évolution du bébé, mais en général, il est quand même enrichi. On va l'enrichir. Alors, moi, c'est pas forcément un point de vue pour lequel j'adhère, mais il y a quand même malgré tout parfois besoin, et je pense que c'est surtout lié au fait qu'il passe par la case lactarium, pasteurisé pour la plupart du temps, qui fait qu'on perd en qualité nutritive et donc on est obligé derrière de supplémenter, d'enrichir. D'accord. Ok, très bien. Compris. Est-ce que cette fois, on s'est tout dit sur cette phase-là? Je pense. Passons à la phase 32, semaines d'aménorrhée, et ensuite allons jusqu'à 37, stade auquel on considère, en tout cas dans les termes, que le bébé n'est pas prématuré, qu'il est né à terme. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là de 32 à 37, là où visiblement c'est le moment où on peut commencer à arrêter la sonde, où le bébé a connu ces phases, voilà, comme tu l'expliquais, de bolus, donc de quantité alimentaire plus grande. Alors, plus grande avec un prématuré, rappelons que ça se compte en millilitres et que c'est pas énorme, leur estomac est tout petit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, voilà, si vous donnez juste ne serait-ce qu'1 litre de lait en tout, vous allez nourrir un nombre de bébés hallucinant. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt encourageant parce qu'on se dit, voilà, déjà qu'on galère à tirer, mais en fait, eux, ils prennent 3 millilitres et ça leur fait leur repas, quoi. Donc voilà, de l'importance du don de lait. Mais revenons à nos moutons. Donc ce bébé a de temps en temps des apports, des pauses, autre apport. Il commence à rentrer dans ces phases où il va aller chercher l'alimentation. Comment ça s'opère le passage de la sonde à cette alimentation autonome? Alors, 3 phases. Il y a la nutrition entérale et la nutrition parentérale et la nutrition par voie orale. Ok, là on passe dans les mots grossiers, Oui, là. Go. on passe dans les mots grossiers, mais ça, c'est hyper important de le dire. Parce que l'évolution, elle va se faire comme ça. Même à 32 semaines, on peut avoir ce qu'on appelle une voie parentérale. C'est-à-dire qu'on va passer la nutrition par les veines et même pas par le tube digestif parce que c'est encore compliqué. D'accord? Petit à petit, on va passer par une voie entérale, c'est-à-dire qu'on va passer donc par une petite sonde qui va pas être, elle, au niveau de la veine, mais qui va être au niveau du tube digestif, dans l'estomac. Et donc, on va mettre du lait dans l'estomac. Avant, on mettait une perfusion de nutriments au niveau des veines. Donc, on va faire un passage veine-lait, et ensuite, on va faire un passage lait par sonde à nutrition directe au biberon ou au sein. Ok, mais avant 32 semaines, il y en avait qui avaient déjà de la nutrition dans l'estomac. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais D'accord. même sur les 28-31, on a déjà une nutrition, donc certes parentérale, mais aussi entérale. On a les deux. Et on a pas encore tout à fait cette voie directe qui est une mise au sein ou un biberon qui commence à être donné, ou encore sur des toutes petites quantités, et on va donner plus à la seringue, à la tasse ou des choses comme ça, même pour les bébés qui sont pas allaités, pour leur permettre de laper le lait et d'être autonomes déjà aussi dans leur succion plutôt que d'être passifs par rapport à un biberon. Ok, donc si on reprend, le parentéral, c'est la nutrition par les veines,
l'entéral, c'est la nutrition par les voies digestives. Exactement. Et ça va être, j'ai envie de dire, une petite continuité fluide qui va faire qu'on va se détacher le plus rapidement possible. Et nous, c'est tout l'intérêt qu'on a en tant que professionnel de santé, c'est d'enlever le parentéral. Il y a la perfusion qui passe par les veines. Il y a un risque infectieux, c'est pas une nutrition qui est acceptable à long terme, mais c'est surtout des enfants qui grossissent moins bien. Quand on est perfusé, c'est pas pareil que pour nous de manger je sais pas, un plateau de sushi. On va go pour le plateau de sushi. Allez, go pour le plateau de sushi. J'ai beaucoup de plateaux de sushi qui arrivent après la naissance. C'est pour ça que je dis ça, parce que les mamans ont été brillées dans le poisson cru, et c'est pour ça que je fais ce petit écho-là. Mais on va très rapidement rendre l'enfant autonome sur la voie digestive pour pouvoir quitter cette parentérale. Mais ça va se faire petit à petit. Et on peut avoir ces 3 modes d'alimentation, parentérale, digestive, et des mises au sein, tétée d'accueil et quelques suctions nutritives. Oui, on a le droit de cumuler les 3 dans le même timing. Évidemment. Donc, parentérale, on va essayer de l'enlever le plus rapidement possible pour passer juste sur la voie entérale et nutritionnelle. Comment ça va se passer ? Ça va être au fur et à mesure des apports nutritifs lors des suctions et lors des tétées du bébé qu'on va pouvoir se rendre compte à quel moment il est autonome et il va pouvoir être autonome pour pouvoir se libérer de cette fameuse sonde gastrique. Ce qui est sûr, c'est qu'un bébé qui va être en contact proximal, moi j'ai travaillé 2 ans en HAD néonatal, il n'y en a que 2 en France, c'est des hospitalisations à domicile. Ça, je voulais aussi le spécifier, c'est-à-dire que les mamans sortent précocement avec leur bébé des services de néonat pour faire la fin de leur grossesse à la maison avec des bébés qui ont des voies donc entérales, donc une sonde gastrique à la maison qu'elle gère de manière complètement autonome avec une mise au sein, un allaitement ou un biberon. Mais là, on va parler plus de l'allaitement complètement à la demande. C'est-à-dire que c'est la maman qui régule entièrement les besoins de son enfant en fonction de la tétée. Alors soit avec ce qu'on appelle les tétées pesées avant-après, où on va peser le bébé avant et on va le peser après et on va savoir s'il a pris 10, 15, 20, 30 grammes de lait, auquel cas la mère va compléter derrière avec cette fameuse sonde gastrique, donc voie entérale, pour pouvoir compléter la composition et la demande entière médicale de la quantité de lait dont l'enfant doit recevoir. Au fur et à mesure des tétées efficaces, au fur et à mesure, la maman va diminuer les apports sonde gastrique. Donc ça, c'est le must du must quand on est en HAD, hospitalisation à domicile, néonatale. Sinon, ça se fait par les professionnels de santé à l'hôpital. Et souvent, c'est de plus en plus collaboré avec les mères. Et c'est surtout ça que j'ai envie de dire aussi, c'est que l'autonomie alimentaire va dépendre aussi de la présence parentale et de l'investissement des parents. Plus les parents seront investis, plus l'équipe paramédicale et médicale va investir les parents, plus on aura une autonomie précoce au sein. Moi, quand j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était 1 fois par jour, 1 heure ou 2 heures de présence parentale, et le pot à pot, c'était ou le matin ou l'après-midi, et c'est tout. Alors moi, j'ai un peu boycotté, je vais le dire maintenant que je travaille plus en néonat, mais on devait cocher si l'enfant avait déjà été en pot à pot 1 fois, parce qu'on pensait à l'époque que c'était fatigant pour les bébés, tout comme on pensait que l'allaitement était plus fatigant que le biberon. Donc on cochait sur notre petite case en pot à pot ce matin, donc c'est-à-dire que l'équipe d'après-midi ou l'équipe de nuit n'avait plus à remettre et ne devait pas remettre à l'enfant en pot à pot. Donc moi, j'ai souvent jamais mis la case pour que l'enfant puisse bénéficier au minimum 2 fois. Ouais. De temps de présence. Donc ça a beaucoup changé maintenant. Maintenant, on a compris que le fait que la maman soit en contact proximal, qu'elle soit en pot à pot et joue contre la graisse du sein du bébé. Du sein de la maman. Du sein de la maman. Je veux pas. Hein. La poitrine de l'enfant. En tout cas, ils sont l'un contre l'autre. Mais ils sont l'un contre l'autre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Et faire participer les parents, et je dis bien les 2 parents, hein, il n'y a pas que les mères, dans les soins dits de routine. On appelle ça les soins de routine, c'est les soins d'hygiène classiques, où ça donne de l'ocytocine à une famille complète. Ça crée aussi des moments familiaux et on a encore plus envie de se donner les moyens que cet enfant-là soit autonome, et on rend acteur les parents. Et puis outre l'allaitement, c'est hyper important cette présence et cette proximité pour stabiliser les bébés. Aujourd'hui, on sait que le pot à pot aide beaucoup ces bébés à se réguler. C'est ça. On a beaucoup plus de stabilité cardio-respiratoire sur des bébés qui sont en pot à pot sur leur mère que quand ils sont dans les incubateurs. D'accord ? Parce qu'ils arrivent mieux à réguler leur température dans un premier temps, mais ils sont aussi dans une capacité de réguler leur rythme cardiaque et leur respiration en étant en sécurité affective, émotionnelle sur la peau de l'un de leurs parents. Yes. Très bien. Donc du coup, à la question comment passe-t-on de l'un à l'autre, dans la pratique, comment ça se passe ?
on regarde le bébé finalement quand il est à côté du sein de sa mère et on voit comment il approche ce sein. Est-ce qu'il a envie de s'y mettre? Est-ce qu'il tète un petit peu? Est-ce qu'il pose juste sa bouche? Et on essaie de l'encourager en fait à se mettre de plus en plus au sein. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Le pot à pot et les contacts proximaux vont faire que l'enfant va avoir une succion de plus en plus mature, avec un besoin de succion qui va être de plus en plus écouté par la mère. Et donc, on va avoir des mises au sein qui vont être beaucoup plus présente, beaucoup plus fréquente, et donc un apport naturel de lait maternel par voie directe par le sein. Et dans ces cas-là, on va dire aux mamans, ou alors l'équipe médicale paramédicale le fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas compléter. Ça, c'est un vocabulaire aussi. On ne complète pas derrière une tétée parce que l'enfant, on considère qu'il a suffisamment bu. Et moins on complète, plus on passe sur une autonomie. Alors, il peut y avoir aussi des retours, parce qu'on peut avoir des bébés qui se fatiguent un petit peu d'avoir une autonomie qui se gagne en 3 jours, et puis le 4e jour, il repart un petit peu à la baisse. C'est-à-dire que c'est un bébé qui va être fatigué, fatigable, qu'on va remettre sur une sonde gastrique, par exemple, pour lui laisser reprendre un petit peu de force avant de gagner sur une autonomie complète. Il n'y a pas, c'est pareil, il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'étape de gagner. Il faut savoir aussi être dans une vague où il y a des jours où c'est possible qu'il va être quasiment autonome au sein, et le lendemain, un petit peu moins. Des jours où on va enlever la sonde, on va faire des essais d'arrêt de sonde gastrique pour la reprendre peut-être dans 2-3 jours, sur simplement 2-3 jours, pour ensuite l'enlever définitivement. Mais c'est comme ça que ça va se faire. C'est vraiment une danse entre l'autonomie du bébé au sein et sa capacité à pouvoir se nourrir seul. Ouais, et la lactation de la maman, qui suit pas. Faire la balance entre les deux. C'est ça. En général, comme c'est encore des petites quantités, la lactation de la mère, elle suit. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien que la maman, elle exprime son lait avec le tire-lait après les tétées, et bien s'assurer que la priorité, c'est l'enfant au sein. C'est-à-dire que l'enfant va d'abord aller au sein, et ensuite on tire le lait pour faire les stocks pour les alimentations prochaines. Donc, quand on est dans un service de néonatologie, qu'on a notre bébé qui est prématuré, est-ce qu'il y aurait, tu sais, des clés, des indices pour nous dire si les choses sont bien faites? Est-ce qu'il y a des consultantes en lactation dans tous les services de néonatologie? Oui, non. À qui se fier en tant que maman? On peut être un peu perdu. Et puis alors, déjà, on sait que ne serait-ce qu'en suite de couche, sans bébé prématuré, on a 50 000 discours différents, etc. Là, qu'en est-il en néonat? C'est la même chose, malheureusement. On est toujours dans cette pénurie quand même hospitalière de manque de personnel. Il n'y a pas des consultantes en lactation dans tous les services de néonat, malheureusement. Et dans certains services de néonat, il y a des consultantes en lactation, mais qui ont un job à plein temps, la plupart du temps, de sage-femme ou de puéricultrice, d'infirmière ou d'auxiliaire, et qui fait qu'elles n'ont pas un temps possible dédié pour accompagner les femmes dans l'allaitement maternel. Alors le must du must, c'est quand il y a 1 ou 2 consultantes en lactation qui ont vraiment des temps spécifiques, qui peuvent venir auprès des mamans pour expliquer ce qu'on fait sur ce podcast-là, de savoir comment ça fonctionne, comment ça se met en place, de faire le tire-lait précocement, de mettre au sein le plus possible, même si l'enfant n'est pas en capacité d'être dans une alimentation nutritive, mais au moins faire des tétées d'accueil, voir avec la maman comment protéger son allaitement face au double, triple discours qu'on peut entendre effectivement. Après, plus la maman va être dans une approche personnelle de l'allaitement, plus elle va s'être renseignée elle-même, et plus elle va pouvoir être autonome dans ses besoins. J'ai envie de dire aujourd'hui que c'est vraiment ça, et faut faire attention à toutes les bouches blanches, roses que vous allez pouvoir contacter. On n'est pas toutes formées de la même manière. On peut, et j'avais déjà dit sur le podcast, mais on peut très bien être puéricultrice et avoir passé son diplôme il y a 30 ans et ne pas s'être remis à la page forcément spécifiquement sur l'allaitement maternel, et ne pas avoir les bons conseils, ou en tout cas le bon accompagnement. C'est pour ça que plus vous allez vous renseigner vous-même, écoutez les podcasts de Milkshaker, par exemple, sur la néonate, écoutez le livre, oui, on peut en audio, ou sinon lire le livre de Caroline Dubos sur le guide de l'allaitement du prématuré, pour lequel je me suis engouffrée à le lire ce week-end complètement, où il y a très, on va dire plein de choses sur l'allaitement et sur la prématurité qui sont très pertinentes, très intéressantes à écouter. La seule chose que j'ai envie de dire, faites attention aux blues, parce que les blues, elles font peur, et on n'est pas toutes formées spécifiquement pour vous accompagner. Faites-vous confiance, et surtout, faites confiance à votre bébé, parce que même s'il est prématuré, même s'il est immature, le fait qu'il soit en contact proximal avec vous va lui faire développer des compétences extrêmes. Quand je vous disais que à mon époque, je suis un petit peu vieille déjà, mais à mon époque,
34 semaines, on les mettait quasiment pas au sein, ils étaient encore tous sur sonde gastrique. Il y a eu un tel progrès. Je pense que si on avait écouté un petit peu plus les mères, si on avait un petit peu plus fait confiance à leur bébé, on n'en serait pas là aujourd'hui à encore se poser la question, est-ce que le lait maternel est suffisamment bon? Est-ce qu'un bébé de 34 semaines, il n'y a pas un risque qu'il fasse une fausse route? Et alors, j'ai envie de dire, il peut faire une fausse route, le bébé de 34 semaines, mais il en fait aussi au biberon. Moi, j'ai donné combien de biberons en néonat où les enfants font des fausses routes? Donc, il y aura des fausses routes au sein, comme il y aura des fausses routes au biberon, mais ce que je sais, c'est qu'il y a moins de risques avec une fausse route, avec un lait maternel, avec un bébé au sein, qu'un lait de préparation au biberon, puisque c'est pas du tout les mêmes façons de régurgiter, c'est plus acide, et un lait maternel, c'est encore une fois de plus quelque chose qui est antiseptique et qui va pas abîmer les bronches en soi, mais qui va plutôt tapisser la paroi pulmonaire, et en soi, c'est pas très très grave. C'est comme un lavage de nez, j'ai envie de dire, avec du lait maternel. Oui, c'est impressionnant sur le moment. C'est très impressionnant sur le moment. C'est typique du prématuré. Il y aura des fausses routes. Là où c'est important d'avoir un professionnel à côté, ou en tout cas de prévenir qu'il y a une mise au sein qui se met pour que l'équipe puisse intervenir au besoin en urgence. Mais il n'y a pas plus de risques. Je dirais, il y a moins de risques de mettre un bébé au sein. Et ça lui demande moins de compétences à boire directement au sein de sa mère qu'un biberon. Le biberon, c'est un apprentissage, tandis que le sein, c'est instinctif. Donc le bébé va réguler plus facilement sa succion, déglutition, respiration avec une prise au sein qu'une prise au biberon. Donc c'est encore les professionnels de santé qui ont mal interprété au démarrage la fatigue du bébé au sein. Le sein fatigue le bébé, absolument pas plus, voire moins surtout qu'un biberon. Ok. Sur une succion correcte, bien sûr. Sur une succion correcte ou sur une succion pas correcte? Parce que j'ai envie de dire, quand on parle de prématurité, la succion correcte, dans ces cas-là, on est obligé d'attendre jusqu'à 41 semaines. Or, le bébé, 37 semaines, il n'aura pas une succion correcte, suffisamment efficace. On va pallier, on va s'adapter. Ça sera des tétées plus courtes, plus fréquentes, avec un bébé qui va se fatiguer, qui va s'endormir très vite au sein. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que la tétée, elle va durer 3-4 minutes, et puis une demi-heure après, comme le lait se digère en 30 à 40 minutes, peut-être que dans 30-40 minutes, il réclamera de téter 3-4 minutes. Et c'est en ça qu'on va s'adapter. Et c'est en ça aujourd'hui que la néonate doit faire des progrès, c'est-à-dire d'être vraiment dans une demande et de rendre les parents autonomes, parce qu'on ne peut pas toutes les 40 minutes être auprès d'un bébé et d'une mère, parce qu'il y en a 10, parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a une urgence, une réa. On peut pas être là en permanence avec les mères, mais plus on les rend autonomes, les mamans, plus on leur autorise la possibilité de les mettre au sein quand elles le ressentent, et plus on va gagner en maturité de la succion, déglutition, respiration. J'avais reposé la question à une maman que j'ai interrogée dans Milkshaker, qui s'appelle Amélie et qui a eu une petite chouchoute prématurée, et donc elle a vécu ça au plus près, puisque la petite est née en extrême prématurité. Et je lui disais, qu'est-ce qui t'a semblé le plus important pour toi dans cette période en néonate, etc. Et elle m'a dit que le plus dur, c'était de se fixer un planning régulier pour tirer son lait et de pas déprimer au démarrage quand il y en avait peu. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et qu'après, ça demandait énormément de patience pour mettre le bébé au sein. Donc je me suis dit que c'était cool de revoir ce retour d'expérience si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode du témoignage d'Amélie. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que tout ça n'est pas une évolution linéaire, et que il y a des moments up, il y a des moments down, et que ça fait partie du jeu de la néonate, si on peut appeler ça un jeu, parce que c'est pas un jeu du tout, mais ça fait partie du rythme normal d'un bébé qui est prématuré, et d'une maman d'un bébé prématuré. C'est qu'il y a des jours avec et des jours sans, et donc ne pas se décourager et ne pas se dire qu'on régresse et que du coup ça va pas. Les régressions sont aussi normales en quelque sorte. C'est très joliment dit. C'est vraiment ça. Il y a des retours en arrière. Il y a même des fois, il y a des très très belles évolutions sur quelques semaines, où même l'équipe, on est très très content de ce qui se passe et de comment ça évolue. Et puis il suffit qu'il y ait une infection qui arrive, il suffit qu'il y ait une régression sur quelque chose, et on est, j'ai envie de dire, directement impacté. Et l'allaitement maternel, la lactation, elle est impactée directement. Comme on sait que c'est l'ocytocine, l'hormone du bonheur, qui joue un rôle extrême dans l'allaitement, il est évident que quand il y a une mauvaise nouvelle, la lactation tout de suite elle s'en va. Et là où je rejoins
ce témoignage, c'est la notion de patience, parce que quoi qu'il en soit, grand prématuré, prématurité extrême ou même une prématurité dite tardive, malgré tout, ça demandera du temps. Ça demandera du temps parce que cette immaturité-là fait qu'on n'est pas sur un bébé nouveau-né qui vient d'arriver, qui est tout beau, tout rose, et puis qui va se mettre à téter, qui va grossir et qu'on va rentrer à la maison, et puis il y a tout ce traumatisme de l'hospitalisation et toute cette culpabilité maternelle, paternelle aussi, sur cette naissance prématurée qui prend du temps aussi souvent pour pouvoir créer un lien d'attachement sécure certes, mais sans culpabilité. Et ça c'est vraiment important de se faire accompagner. Il y a aussi beaucoup là par contre quasiment dans toutes les néonates une psychologue qui est là et qui est aussi importante pour la lactation, mais aussi pour l'accompagnement des bébés prémas. C'est pas, je vais le dire parce que ça fait partie de la néonate, puisque j'ai travaillé en niveau 3 et qu'il y a aussi des décès dans la prématurité. Mais en général, et des retours que j'en ai aussi, c'est des expériences d'allaitement des mamans qui restent un beau souvenir malgré une fin fatale parfois. Et il y en a beaucoup qui continuent à tirer leur lait pour les autres bébés malgré la perte douloureuse de leur enfant à elles. Et c'est leur manière, souvent c'est ce qu'elles disent, c'est leur manière à elles de pouvoir donner ce qu'elles peuvent donner aux autres bébés. Ouais, c'est hyper beau parce que c'est vrai que on s'imagine un peu comme le fait qu'avoir un bébé prématuré, ça n'arrivera qu'aux autres. Malheureusement, de temps en temps, l'issue est mauvaise et même si l'issue est bonne, c'est vrai que fonction des stades de prématurité, on peut frôler la mort au quotidien et c'est ce qui ressortait beaucoup d'ailleurs du témoignage d'Amélie, c'était que on a son bébé entre la vie et la mort à côté, il faut garder un cap et parfois l'allaitement, dans son cas à elle et pour d'autres c'est certainement très différent, mais en tout cas a été un but en soi, quoi. C'était une raison d'avancer, de tirer son lait comme un job à temps plein parce que c'était ça qu'elle pouvait faire pour son bébé. C'est ça, et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est ne pas culpabiliser, parce que c'est pas parce qu'on a un bébé prématuré. Là, il y a des discours aussi. Alors autant avant l'allaitement, c'était pas au cœur de la néonatologie, autant aujourd'hui, c'est tellement au cœur de la néonatologie que on peut être amené aussi à culpabiliser les mères, de dire mais vous avez un bébé prématuré, donc vous devez allaiter. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait de ça, parce que déjà que c'est difficile de passer outre ce sentiment de culpabilité quand on a un bébé qui est prématuré, alors qu'on n'y peut rien et que malheureusement de temps en temps ça arrive. Mais alors y a des mamans pour lesquelles vraiment profondément ce n'est pas un choix, l'allaitement, et c'est vrai que dans un parcours comme ça, je sais pas, je me mets à leur place et je me dis que est-ce qu'on se sent pas finalement obligé d'allaiter, et comment ça se passe pour ces mamans? J'aimerais surtout que ça soit jamais une obligation. C'est pour moi, ça fait partie des violences un peu obstétricales, gynécologiques dans ces cas-là. On peut pas forcer une mère à donner son lait ou à tirer son lait ou même à mettre son bébé au sein si c'est pas un choix qu'elle aura fait elle en son âme et conscience. C'est quelque chose qui fonctionnera pas de toute façon, quoi qu'il en soit. Et elle en gardera en plus pas un bon souvenir, donc ça sera pas un lien d'attachement ou un lien lacté, j'ai envie de dire positif dans ces cas-là. Il y a des mères qui donnent leur lait pour ça. Et il faut aussi savoir accepter ses propres limites. Et notre rapport au corps n'est pas toutes identiques. Et le rapport, j'en ai parlé sur un autre podcast, mais sur le rapport du sein sexuel, du sein sensuel, fait que certaines mamans n'ont pas cette envie d'allaiter. Et je pense que et il faut que ça reste respectable, quoi qu'il en soit. Et il n'y a pas de mauvaise mère s'il n'y a pas d'allaitement, même pour un bébé préma, même pour un prématurissime. Par contre, ce qui me semble indispensable pour nous les professionnels de santé et donc pour les mamans, c'est qu'elles aient des choix éclairés, qu'elles aient des conseils, qu'elles puissent entendre, comme aujourd'hui, et je te remercie vraiment Charlotte de faire des podcasts d'une telle qualité en termes de choix de titres, c'est que les mères, elles puissent choisir et qu'elles puissent comprendre et qu'elles se disent je ne veux pas tirer mon lait tout le temps, c'est trop contraignant, c'est quelque chose qui me plaît pas, mais qu'elles aient les informations. Et une maman qui sort de la maternité ou de la néonate et qui n'a pas allaité ou qui l'allaitement s'est pas bien passé et qui a pas eu les bonnes informations, pour nous c'est un problème d'un point de vue des professionnels de santé si on n'a pas su les accompagner quand il y avait une réelle demande.
Et ça, c'est important. C'est important aujourd'hui qu'on se forme. Nous, les professionnels de santé, il y a trop peu de professionnels de santé qui sont suffisamment formés sur l'allaitement maternel. J'adore les pédiatres, hein, c'est pas ce problème-là, mais ils peuvent pas être sur tous les fronts. Souvent, c'est ce que je dis, ils peuvent pas être excellents sur le diabète de l'enfant ou sur la mucoviscidose ou sur la vaccination. Parlons-en. Et en même temps être au top sur l'allaitement. Donc, on peut pas leur jeter la pierre, mais il y a quand même non, mais on peut leur demander de savoir que c'est un sujet et qu'il y a des gens, par contre, dont c'est la spécialité et qui peuvent adresser. C'est ça. Et moi, j'ai fait un post sur Instagram il y a quelques jours, justement, qui disait que sur une des dernières études, il y a 37% seulement en France des pédiatres qui recommandent un allaitement jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire qu'au-delà de 12 mois, il n'y a aucun intérêt pour l'enfant, et c'est vraiment plus un plaisir maternel. Et souvent, trop souvent, les mamans, quand elles viennent dans mon cabinet, c'est parce que un professionnel de santé a dit que c'est pas grave, on arrête l'allaitement et on passe sur un lait de préparation, sur une quelconque difficulté qui peut se réguler très facilement. Et ça par contre, pour moi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est ce que tu disais, c'est se former ou travailler en réseau avec les gens spécialisés. J'avais dit ça aussi sur un podcast. On va voir un ORL ou on va voir une gynéco et on va pas toujours voir que un généraliste. Il y a des spécialités, il y a des spécialistes. Les consultantes en lactation, ceux qui sont diplômés aussi en lactation humaine sont des personnes ressources, vraiment, vraiment, dans tout type de domaine en ce qui concerne l'allaitement maternel. Oui, le souci de l'allaitement et puis de la périnatalité plus largement, c'est que malheureusement tout le monde a un peu son avis sur tout et que voilà, et qu'on soit professionnel de santé ou non, on arrive quand on pratique notre métier, on est pro de santé, mais on est aussi des êtres humains qui arrivent avec nos bagages et puis ce qu'on a appris consciemment, inconsciemment, ce qu'on nous a transmis. Et donc, si ça, on ne va pas le confronter à d'autres idées, en fait, on ne sait pas. Et comme je dis toujours, le problème, c'est pas celui qui ne sait pas, c'est celui qui croit savoir. Et voilà. Donc, du coup, comme vous pourriez... on dit souvent qu'avant une opération, c'est bien de demander toujours un contre-avis. Et voilà, pour votre allaitement, demandez aussi un contre-avis à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Ça mange pas de pain et ça permet d'avoir, en tout cas si c'est un projet qui est important pour vous, ça vous permet d'avoir un deuxième écho. Et ça, c'est la clé. Et je trouve qu'aujourd'hui, entre les podcasts, les bouquins qui sortent, etc., le manuel illustré de l'allaitement du préma, moi, je me suis éclatée à le lire parce que c'est plein de rebondissements, c'est fun, faut dédramatiser aussi ce côté prématurité dramaturgique, j'ai envie de dire. On est plus sur quelque chose maintenant d'un petit peu plus élaboré. On commence à vraiment mettre la lactation et l'allaitement maternel au cœur de la néonate, les parents au cœur de la néonate, et c'est vraiment une très 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 belle avancée. Et ça c'est positif. Et puis quelque chose que je voulais dire aussi qui est important, j'ai dit qu'il fallait bien cibler la lactation et la succion et que chaque immaturité faisait qu'on n'allait pas pouvoir allier ces deux courbes et faire un nœud de lien d'attachement dès le départ et qu'au départ ça va être deux voies vraiment très spécifiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas juste tirer son lait. J'aime pas du tout cette expression d'ailleurs. Je parlerais plutôt d'expression du lait. On exprime son lait. Et il n'y a pas que le tirer électrique. Il y a aussi tout un apprentissage, toute une découverte de son corps, du sein maternel lactant. Ne pas hésiter à masser les seins, à observer, à aller apprendre aussi à faire une expression manuelle parce que des fois l'expression manuelle est bien plus efficace qu'un tire-lait, surtout au démarrage pour le colostrum. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a perdu sur nos générations de s'apprivoiser nos seins maternels et pas sexuels. Ouais, tout à fait, qui prennent une autre fonction quand ils deviennent lactants. Une fois qu'on a passé le stade des 37 semaines, bon là, voilà, souvent les bébés, ils sont rentrés à la maison. Pour ceux qui étaient arrivés trop tôt, c'est un stade où en général ils vont mieux et ils sont suivis de près, mais ils vont mieux. Pour ceux qui débarquent entre 37 et 41 semaines, qui sont considérés par la médecine comme à terme et donc qui sont traités... comme le voisin qui est né à 41 plus 3 même. Alors, qu'est-ce qu'il advient d'eux concernant l'allaitement ? Je trouve que c'est un peu parfois... Alors, évidemment, il y a bien plus d'attention à mettre sur un bébé extrême, prématuré, grand prématuré ou modéré pour que ça se passe bien, mais
parfois ils sont un peu laissés de côté, ces 37-41 semaines. Et moi, c'est le stade à partir duquel je commence à les voir arriver en cabinet, parce qu'ils sont OK, médicalement tout est bon, donc ils sont rentrés à la maison. Et c'est pas toujours des allaitements qui sont faciles à mettre en route. Pourquoi ? Alors qu'on les considère comme tout fini, tout beau, tout nickel. Pourquoi ça peut être plus compliqué pour eux ? Ça peut être compliqué, bien sûr, parce que parfois c'est pas le cas. Alors moi, c'est comme toi, c'est warning, ces enfants-là. Attention, parce qu'ils sont considérés, comme tu le dis, comme matures, mais en fait, ils sont pas encore tout à fait matures. Ils seront matures à 41 semaines. Et donc, ça veut dire 37, 38, 39, 40, 41. C'est-à-dire un mois pour certains bébés. Donc, on n'a pas cette énergie dont je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout est fonctionnel. Tout est opérationnel, mais par contre, en termes d'énergie, de stockage d'énergie et de capacité à tenir sur la durée, c'est pas forcément le cas. On a une succion mature, c'est-à-dire succion, déglutition, respiration, qui savent coordonner. Mais par contre, c'est des bébés que moi j'appelle des bébés fatigables, qui sont très vite fatigués, qui s'endorment au sein. Du coup, on peut avoir une baisse de la lactation parce qu'on n'a pas une stimulation suffisante. Du coup, une baisse de la lactation égale un bébé qui va peiner à téter parce qu'il y a moins de lait, qui va se fatiguer et on a une perte de poids. Et ces bébés-là, on les perd parce que 37 semaines sortis à la maison, comme tu disais, et donc classiquement, tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer parce qu'on n'est pas sûr que le transfert de lait soit optimal et en tout cas, on n'est pas sûr que ce transfert de lait soit suffisant en fonction de ses capacités à pouvoir téter autant de temps qu'un 41 semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup à ces mamans-là qui ont un bébé justement qui est arrivé un peu plus tôt ou pas ? Il y en a certains, ceci dit, à 41 semaines qui peuvent être un peu fatigables aussi, mais c'est un des cas où c'est pas facile. Les bébés s'endorment vite, ils tètent, ils font 3 suctions tant que ça leur arrive facilement dans la bouche, ils déglutissent et puis après ils s'arrêtent et puis ils n'ont pas vraiment la force d'aller chercher plus loin. C'est quoi la clé pour ces bébés-là ? La clé, c'est de comprendre justement qu'ils ne sont pas encore vraiment à terme. Et donc pour ça veut dire que c'est des bébés qui vont avoir besoin de téter, avoir des tétées beaucoup plus fréquentes, plus raccourcies, et c'est surtout une surveillance de leur part sur les selles et les urines, par exemple. On n'en parle pas suffisamment. On parle toujours d'aller faire un poids à la PMI, le poids chez le pédiatre, le poids avec la sage-femme. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sans balance, clairement. Moi, je me fie que aux entrées-sorties, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant reçoit, combien de fois il va au sein, combien de temps il reste au sein et qu'est-ce qu'il en ressort. Beaucoup de pipi, beaucoup de caca, comment sont les selles, et c'est comme ça que les mamans vont pouvoir aussi savoir si leur enfant est suffisamment nourri. Et encore une fois, la palpation de leur sein. Les mamans, souvent, elles me disent « Ah oui, c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, mes seins sont beaucoup moins tendus. » Donc si les seins sont beaucoup moins tendus, c'est-à-dire qu'on a moins de lait. Et quand on a moins de lait, ça ne veut pas dire qu'on a une physiologie qui fait qu'on n'a plus de lait, c'est simplement qu'il y a une stimulation qui n'est pas suffisamment efficace. Et donc, il va falloir être vigilant. Donc, on peut rebooster une lactation, par exemple, pour que, comme tu le disais très bien, que ce soit plus facile, avec un sein un peu plus plein. Il va y avoir moins d'efforts du bébé 37, 38, 39. Donc, ça va être plus facile pour lui de prendre du lait sans avoir trop d'efforts à faire. Donc, on va plutôt être sur une hyper ou un début d'hyperlactation pour favoriser le transfert de lait pour le bébé et rester vigilant par rapport à ses selles, ses urines et son temps de mise au sein. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on peut faire de l'expression manuelle pendant la tétée pour que l'enfant puisse avoir une aide de sa maman pour un transfert plus efficace. C'est-à-dire que au lieu de faire, on va dire, entre 5 et 7 suctions pour une déglutition, on peut, en faisant un genre d'expression manuelle pendant que le bébé tète, en 3 suctions, avoir une déglutition, ce qui fait qu'on a plus de lait plus rapidement pour lui. Ouais, donc en fait, c'est la compression mammaire, on appelle ça aussi pour finalement l'aider à ce que le lait sorte plus facilement tout seul, quoi. Parce que finalement, plus bébé va se nourrir, plus il va avoir des apports en énergie, plus il aura de force pour téter et plus il tétera facilement tout seul. Parce qu'en fait, c'est soit le cercle vertueux, soit le cercle un peu vicieux qui s'installe, c'est ça ? Exactement. Ok, très bien. Autre chose à dire sur ces bébés entre 37 et 41 semaines ? J'ai envie de dire non, parce que c'est pareil, encore une fois, il faut leur faire confiance. Mais il faut, en tant que maman, papa, il faut rester un petit peu vigilant et ne pas oublier que c'est pas des 41 semaines. Et souvent, je leur dis, il aurait dû naître quand ? Et elles me disent, ah bah oui, il aurait dû naître le mois prochain. Et donc là, elles prennent la mesure du temps qu'il aurait dû encore avoir et qu'il n'aurait pas eu à utiliser cette énergie et ces efforts pour téter parce qu'il aurait dû encore être dans le ventre de leur mère et être au chaud sans avoir besoin de faire tout ça. Je pense qu'on s'est tout dit, en tout cas de ce qu'on voulait se dire. Si ça fait naître des questions supplémentaires, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous et on complétera.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer tout ça, pour résumer cet épisode sur la prématurité? Peut-être aussi sur l'aspect soutien, parce qu'on sait l'importance du soutien de mère à mère, de professionnel à mère, enfin voilà, et de l'entourage dans un allaitement classique. Mais alors de surcroît dans l'allaitement d'un bébé prématuré, en plus on n'est pas nécessairement à la maison, enfin voilà, il y a d'autres composantes qui se rajoutent. Qu'est-ce qui serait un bon conseil qu'on pourrait donner alors, à une maman qui est dans cette situation et un papa qui est dans une situation, et puis à un entourage qui écouterait ça et qui aurait une copine dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour que ça se passe le plus sereinement possible? Moi, je dirais de manière générale, favoriser l'environnement propice à l'ocytocine. Je pense que c'est ça. Une maman qui va bien, c'est une maman qui fait du lait et c'est un bébé qui grandit bien. Ok, donc on essaie de les décharger au maximum de la logistique si on est l'entourage, et si on est la maman, on essaie d'aller chercher cet environnement-là. C'est ça, et on essaie de se créer au sein de la néonate, autour de la couveuse, à investir le lieu, à mettre des photos, à mettre des petits mots, Et j'ai des mamans qui mettaient une petite fleur, qui amenaient une petite fleur, ou qui avait des petits bodys de sortie de naissance qui étaient là. En tout cas, investir le lieu pour s'y sentir bien, pour pas que ça soit trop médicalisé, et que ce soit un endroit où il y a la petite tablette de chocolat dans le petit tiroir, et qu'il y ait potentiellement des mamans qui font aussi des petits carnets intimes qui expliquent un petit peu ce qui se passe chaque jour, pour rester en lien avec leur bébé. Et tout cet environnement-là, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, comme tu disais, les papas, les familles, faire les lessives, faire un petit coup de ménage pendant que maman passe toute la journée ou l'après-midi avec son bébé, et qu'elle n'ait pas cette charge mentale qui va fragiliser l'allaitement et la psychologie bienveillante et ocytosique de la mère, j'ai envie de dire. Donc on entoure les gens, et si on est soi-même dans cette situation, on va chercher le réconfort, le soutien et la bienveillance autour de soi. Ok, bon écoute, je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup, Céline, d'être revenue sur tes années en néonat et tes connaissances pour Milkshaker. Ça donne un épisode bourré d'infos, je l'espère, et j'espère que ça aidera des mamans. Alors voilà, si vous l'écoutez et que vous êtes dans cette situation, on vous envoie plein de courage et plein de bonnes ondes pour que ça se passe au mieux. Et entourez-vous à fond. Et puis si jamais vous écoutez ça juste pour être informé au cas où que vous êtes prévoyante, alors on vous souhaite de ne pas connaître la prématurité. Mais bon, un bébé arrivé à 38 semaines, c'est vite arrivé. Et voilà, vous aurez quand même eu des infos intéressantes ici pour mettre en place votre allaitement sereinement. Merci beaucoup Céline, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple, notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute, et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.